bonjour. Bonjour madame. Enchantée de vous voir à Paris, parmi nous, malgré que Paris vous connaissez déjà, il y a plus de 30 ans qu'on s'est connus à l'Institut culturel roumain que vous dirigez avec Grâce. Et donc maintenant, on se retrouve pour un entretien autour de surréalisme. Oui. Et parce que vous êtes un petit peu, peut-être plus, en tant que critique littéraire, universitaire, membre correspondant de l'Académie roumaine, vous êtes vraiment la personne qui sait de quoi on parle quand on dit le surréalisme. J'espère que je me rappelle encore quelque chose de ces mouvements. Donc on va voir ce qui ça a donné. Hein. Donc, moi je propose un entretien plus libre en sachant quand même que le surréalisme a commencé, à mon avis, vous pouvez me contredire, avec Urmuz. Oui, oui. Oui, Urmuz était, on est considéré maintenant, et depuis longtemps déjà, un précurseur de l'avant-garde. Déjà, les premiers surréalistes roumains, ceux de la revue Uno au début des années 30, l'appréciaient comme un grand exemple, un grand modèle, parce que Urmuz faisait dans cette petite œuvre littéraire, parce qu'il n'a pas dépassé 50 pages pratiquement. Il a 8 récits, les pages bizarres, ils appelaient les pages bizarres. Pages bizarres parce qu'il parle d'un monde étonnant, un monde à demi objectuel, un monde où l'homme se combine avec la machine, l'automate, etc. Donc, comme chez les surréalistes de plus tard, il y a une sorte de mystère, d'inquiétude, d'anxiété qui est provoquée par cette présence du mécanique. Comme disait déjà Bergson, du mécanique plaqué sur du vivant. C'est déjà une sorte seulement pas d'humour, mais de rire, mais aussi, si vous voulez, d'un rire inquiétant. On peut penser plutôt à Lautréamont, oui, avec cette beauté, comment dire, bizarre, étonnante, contradictoire, absurde, avec la rencontre d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection. Donc voilà, c'est le hasard qui agit, et puis il y a aussi cette relation en tension avec les objets, cette étrangeté, cette aliénation de l'objet et de l'homme avec les objets. Plutôt, voilà. Et donc de mettre en contact, comme les surréalistes vont le faire un peu plus tard, mettre en contact des choses très, très peu rapprochables. Donc qui provoquent vraiment l'inquiétude, qui provoquent l'attention, qui provoquent le choc de l'image. Le choc de l'image, parce que tout était inhabituel, tout était un peu étranger à la manière de penser correctement, ou disons d'une manière raisonnable, rationnelle, les choses. Donc c'est que ça a été commencé par Urmuz en Roumanie. Voilà, cette Roumanie. Il est mort en 23. Il est mort en 23, il s'est suicidé à 40 ans. Et puis, il a fait, avant de mourir, avant de se suicider, il a fait à un moment donné l'éloge de Pistolet, qui était une sorte de dieu. Donc, il était en quelque sorte préparé à mourir. Et parce que pour lui, l'existence était vraiment absurde. Il était un célibataire, il avait quelques amis, un acteur du théâtre national et les autres avec lesquels il faisait beaucoup de, comment dire, et parodies aussi par rapport à la vie bourgeoise, aussi des mises en scène scandaleuses pour l'état d'esprit public. Et c'est un dramaturge roumain, Gheorghe Ciprian, son meilleur ami, qui a fait même une pièce autour de la vie de Urmuz, qui s'appelle La tête de canard. Mais à propos de la tête de canard, j'ai lu, je sais pas, je me souviens pas exactement quand et où, c'est pas grave, que lui, c'est-à-dire Urmuz, il faisait déjà des performances, donc dans les années 20, en Roumanie.
Donc il se promenait avec une voiture calèche, je ne sais pas quoi, Oui. et il échangeait des poèmes avec des canards. D'où cette, Peut-être, peut-être. Enfin, cette il histoire. jouait beaucoup. Il avait un instinct du jeu hors du commun. Il avait cette joie de jouer et de se jouer des autres. Donc, il a une sorte de, comment dire, comme j'ai cité pendant ma petite conférence sur le surréalisme, suivant Laforgue, il fallait renaître moqueur. Donc, c'est cette relativisation des choses et c'est la moquerie qui apparaissait comme moyen de distanciation vis-à-vis de ce qui était conventionnel, bourgeois, figé, bien assis sur les socles enfin, d'une vie commune, sans horizon intellectuel, sans imagination. Donc moi je crois que pour continuer notre entretien sur le surréalisme, il ne faut pas ne pas citer un tableau de René Magritte qui s'appelle « Ceci n'est pas une pipe ». Oui, ceci n'est pas une pipe malgré le fait que la peinture représentait une pipe. Donc, c'est tout pour ça. Oui, cette négation, c'était une provocation à l'imagination et une sorte de démonstration symbolique de, comment dire, du peu de réalité, du peu de croyance qu'on pouvait accorder à la réalité immédiate. Donc, contre la réalité ou avec la réalité immédiate, il fallait dépasser ce qui était commun. Donc, ne pas être très sûr de ce qu'on voit. Mais plutôt de mettre le doute. Parce que de mettre en doute, c'est ça, ouais. Le doute universel, si vous voulez, parce qu'une pipe ou un autre objet pouvait être il a mis aussi des autres objets dans son réquisitoire contre l'image, parce que c'est un petit peu un procès bien tenu dans ses pensées. Pour Magritte, pour moi, bon, je ne vais pas faire de comparaison, la peinture, l'art, c'est une cosa mentale. Donc, il avait tout dans la tête. C'était un artiste conceptuel avant la lettre. Oui, mais en même temps, il peignait avec beaucoup de soin des choses, des images, des portraits qui semblaient réalistes. Mais il les plaçait dans un milieu étranger aux relations normales, naturelles de cet objet, de ce portrait avec le monde environnant. Donc cet isolement créait un contraste nécessaire et, comme dira Breton plus tard, une sorte de lumière de l'image qui sortait de cette tension entre ce qui était enfin, apparemment réel et ce qui ne l'était pas. Donc c'est pour cela que la pipe n'était pas une pipe, c'était un symbole douteux d'une réalité qu'il faudrait plutôt inventer. Vous comprenez bien sûr que dans ce monde-là, aujourd'hui en lequel on vit, on se doute beaucoup et on se doute de tout, y compris on se doute des images. Parce que les images peuvent être maintenant trafiquées, transformées. On ne sait pas qui est le faux et qui est le vrai. Oui, c'est la maladie de notre temps, parce que, bon, bien sûr, il y a une tradition, parce que Nietzsche, comme disent les Français, le philosophe allemand, a lancé cette idée du doute universel. Et il n'y avait plus pour lui des vérités comment dire, éternelles, avec majuscules. Il fallait tout mettre en question et donc relativiser. Et cette conception, cette vision relativiste du monde et des choses a été largement exploitée et développée de nos jours. Et puis, malgré le fait que notre civilisation, on l'a appelée la civilisation des images, c'est les images qui sont, comme vous avez dit, les plus déroutantes, les moins sûres de tout ce qu'on voit. Parce qu'il y a une invasion des images qui nous entourent, ils sont tellement nombreuses qu'on peut pas, on s'égare. C'est un labyrinthe de l'image qui pratiquement, au lieu d'argumenter pour la vérité, il y a un sabotage de la vérité à travers l'image qui semble être le reflet immédiat de la réalité. Donc on est en pleine irréalité à cause de trop de réalité. Ça c'est bien dit. Et puis comme on a commencé en pensant au surréalisme, donc moi je vois
le réalisme au milieu. On monte en haut, c'est le surréalisme. Et on descend en bas, c'est le sous-réalisme. Pour moi, le sous-réalisme, c'est un phénomène qui date depuis 20 ans, peut-être plus, suite à l'idée de la déconstruction. Donc, on déconstruit une réalité. Bon, c'est une idée derridienne, moi j'étais très proche de Derrida. Et donc, on déconstruit quelque chose et on reste dans cet état instable, incertain, oui. Assez douteux d'ailleurs, parce qu'on se doute tout le temps si la déconstruction va continuer jusqu'en bas, jusqu'au plus bas. Jusqu'au plus bas, jusqu'à la phase finale, oui. Où on reste rien. Donc, dans l'échelle de surréalisme, réalisme, sous-réalisme. Il y a le vide du sens, alors le vide du réel, oui, c'est ça. Donc, à mon avis, la déconstruction est une chose assez étrange. D'abord, il y a un côté positif parce qu'elle est dans la ligne du doute général, donc elle relativise les choses et donne plus de liberté à l'être pensant, à l'homme, etc., de se manifester dans le monde. Mais en même temps, à mon avis, de mon point de vue très subjectif, je ne peux pas beaucoup apprécier la déconstruction parce qu'elle saute au-delà des frontières, pour moi, admissibles. C'est-à-dire, ils vont, même Derrida, avec la déconstruction jusqu'à nier le sens. Il y a plein de sens, il n'y a pas de sens, si vous voulez, de sens central ou peu de centralité du sens. Tout est un peu flou, tout est beaucoup incertain. Donc, on ne sait jamais dans quel monde on vit. Est-ce qu'on vit dans la réalité ou est-ce qu'il y a de vérité? Tout est faux, tout est mis sur un point d'interrogation. On ne peut pas savoir. Et là, on s'égare. On s'égare et puis, à mon avis, le danger, c'est de déshumaniser la vision du monde, et l'art aussi, et tout ce qui est autour de ce processus de composition. Mais l'humain lui-même, il se déconstruit. C'est ça le problème, à mon avis. Ben oui, enfin, nous sommes en plein processus de déconstruction parce que toutes les valeurs sont soupçonnées de ne pas être valables. Mais ce n'est pas correct quand même, parce qu'il y a des grandes œuvres, il y a une grande tradition humaniste, il y a des choses... vous êtes optimiste? Ben, je suis optimiste. Bon, je reste sur un ancien optimiste, si vous voulez, qui apprécie encore les valeurs de l'œuvre du travail humain symbolique, de ce qui doit rester à travers le temps, qui doit être conservé dans les grands signes qui marquent l'existence humaine dans sa profondeur. Et là, je trouve que chez Derrida et chez les constructivistes en général, bon, ils font des forages dans le signe, mais c'est un forage qui éparpille les gens, qui les, comment dire, qui les amorcelle, on peut dire, il y a un morcellement, oui, un morcellement du sens. Donc, où trouver alors l'unité? À mon avis, l'homme, en tant qu'être rationnel et plein de sentiments, de cœur, etc., doit chercher l'unité à la fin, parce que sinon, il n'y a plus de voie à suivre. Où nous trouvons-nous? Dans une forêt comme chez Dante au milieu de sa vie, dans une forêt ténébreuse, ou comme Baudelaire dans une forêt de symboles, mais encore Baudelaire croyait que le monde a encore une valeur symbolique dans laquelle pratiquement ne s'égare pas. On ne s'égare pas parce qu'il y a quand même une voie de la pensée et de la sensibilité qui nous dirige toujours vers le bon endroit du sens. C'est ça. Oui, c'est une vision du monde passé. Parce que moi, je crois que maintenant, on entre dans une autre étape où la réalité n'est pas la réalité, donc le réalisme n'existe pas. Nous, on vit, comme vous avez déjà dit avant-hier, on vit réellement dans le rêve. Oui, mais écoutez,
quand il y a des rêves dont on fait des guerres et que le sang coule un peu partout dans le monde, je ne sais pas si on peut se contenter de ce rêve, parce que le rêve, ce genre de rêve est plutôt un cauchemar. Donc, la réalité est devenue un cauchemar, mais à mon avis, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de réalité parce qu'elle est devenue cauchemaresque, elle est devenue fantasmatique, etc. On refuse, mais pourquoi la refuser? Pourquoi ne pas l'affronter? À mon avis, l'homme est un être du courage. Il faut avoir aussi du courage de mettre le point sur les i, non? Donc, c'est pas la lune de Musset qui disait la lune comme un point sur un i, sur le crochet jaune, la lune comme un point sur un i. Non, un point sur le i fondamental, sur ce qui est l'être concret, vivant, dramatique, tragique, qui vit et qui meurt. Mais il faut voir cette vie et cette mort. Ne pas seulement rester au niveau de la mort, de la destruction des sens. Pourquoi vivre alors? Pour être harcelé, pour être morcelé, pour être écartelé? Non, non. Je crois que la réalité nous persécute assez pour nous obliger comment dirais-je, de prendre en compte sa présence, parce que où est-ce qu'on vit? Alors je peux penser que vous ou moi ou un autre ne sommes pas des êtres irréels parce qu'il y a trop de hasard à partir de notre naissance. On est né grâce à un hasard de rencontre des gens, d'un homme, d'une femme, d'un père et d'une mère qui pourraient être ou n'être pas les miens. J'aurais pu ne pas faire mon apparition dans le monde, mais dès que je suis apparu, à mon avis, j'ai une sorte de responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de mon propre existence, parce que ce miracle de l'existence, de la vie, est trop important pour le jeter de côté et pour passer vite. Alors pourquoi vivre, non? Pour s'amuser, la civilisation du loisir, pour nier. Mais quel loisir? Parce que voilà, tout est superficiel. Pane et circense, comme disaient les Romains, du pain et du cirque. Bah, je ne veux pas vivre seulement pour le pain et pour le cirque. Non. Plutôt la brioche et la télé. Non. Je n'aime pas beaucoup les brioches, mais de toute façon, oui, il y a une certaine impératrice, je crois, l'Autrichienne, Marie-Thérèse, qui disait à propos de... Comment? Marie-Antoinette. Marie-Antoinette a dit que s'ils n'ont pas du pain, là, il faut manger des... Ouais, Ah des bon? brioches. Alors j'ai fait une erreur sur les impératrices, sur les reines, mais de toute façon c'est une sorte de mépris. Alors c'est ridicule, c'est de prendre à la légère cette existence dramatique, parfois tragique et meurtrière des pauvres gens qui travaillaient pour les autres. Et alors c'était bon, s'ils n'ont pas de pain. Il fallait avoir du pain. Donc je crois encore en cette pain, simple pain, qui a sa charge symbolique, parce qu'on peut penser au pain de l'Eucharistie, au vin rédempteur, etc. Donc il y a toutes sortes de symboles qui pullulent autour de nous, qui sont très nombreux pour être négligés. Donc non. Bon, je vois que le monde se relativise, se déconstruit, mais je n'accepte pas avec beaucoup de plaisir cette déconstruction, cette décomposition, parce que cela attire aussi une sorte d'irresponsabilité morale, ce que je trouve très grave. C'est-à-dire, dès qu'on ne croit plus aux vérités, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de réalité stable, etc. Et tout change, on ne peut rien avoir comme concret. Alors, on n'a pas de responsabilité. Il y a une démission de l'homme, quand même, l'être le plus doué, l'être supérieur, enfin le roi, disons, des êtres, et qui donne l'image de cette démission, de cette rénonciation, à mon avis, scandaleuse devant qui se passe. Soit-il tragique, soit je ne sais pas, soit le grand spectacle de lumière, etc. Mais maintenant, on est pratiquement obligé, à cause de la télévision, à cause de la communication par l'Internet, par le téléphone, etc., on est obligé de minimiser l'importance, le sens grave des choses. On regarde à la télévision des guerres, il y a déjà la distance des images,
C'est comme un jeu spectacle. vidéo. Comme un spectacle. Donc les islamistes, les djihadistes peuvent se couper des têtes. On nous les montre à la télévision. On dit, ah oui, c'est intéressant. C'est comme la tête de celui qui a été peint par Caravaggio. Non? Oui. Donc, Je dis des... Oui. oui, voilà. On voit couler le sang, etc. Et pourquoi pas? C'est beau, c'est un rouge intéressant. C'est un peau, une peau, comment dire, expressive, etc. C'est des yeux qui tombent, qui nous disent quelque chose, mais c'est un spectacle. Donc, c'est très peu. Vous savez, bon, on est tous les deux nés en Roumanie, donc le djihadisme en Roumanie n'a pas fait des attentats, mais moi je vis en France et je peux vous dire que les gens ont connu ça de près. Donc, Mais oui, et maintenant en Russie, vous voyez, 50 personnes tuées pour rien. Enfin, disons que c'est une attitude, comment dire, propagande de l'islam qui ne peut pas être vaincu, etc., qui lutte contre les peuples et les dictateurs ou comment dire, les gens politiques qui sont contre l'islam. Mais ce n'est pas un motif pourquoi tuer des gens qui participent à un spectacle. Alors, tuer, cher monsieur islamiste, tuer les gens qui sont vraiment coupables. Pourquoi tuer des jeunes gens qui écoutent de la musique? Non, c'est absurde. Parce qu'à Bataclan, c'était... C'était la même chose. C'était la même chose. Donc voilà, les choses se répètent. Bon. Mais on s'éloigne un peu du surréalisme, non? Oh non. Non? Parce que moi, je crois que c'est... On est en plein surréalisme. En plein surréalisme. Et puis, à propos de surréalisme, moi, je crois qu'en ce moment-là, on dépasse beaucoup le surréalisme, le rêve surréaliste, avec la réalité augmentée. Donc, moi et Nati, Vania, on a beaucoup travaillé sur cette idée que la réalité ne suffit pas. Ah oui, mais Breton le disait déjà en 1920 quelque chose. Et, bon, le peu de réalité, mais cette réalité, pour les surréalistes, était une réalité qui devait être dépassée dans un rêve à la fois merveilleux, donc qu'il fallait, comment dire, compléter la vie humaine avec quelque chose de plus lumineux et qui en même temps devait rester inquiétant et dans une sorte de brouillard, dans une sorte de ténèbres, non? Où les hommes s'égaraient, mais toujours à l'intérieur d'un silence prometteur de sens qui était comme plein de possibilités d'expression quand même, qui attendait l'expression. Et c'était cette tension que les surréalistes ont toujours eu de trouver quelque chose d'inhabituel, d'exceptionnel, qui puisse entraîner leur vie intérieure, leur imagination, bien sûr, dans une direction libératrice. Est-ce que vous croyez que le rêve, c'est un masque? Un masque? Ouais. Ah bon, bien, enfin, c'est un masque. Ça dépend. Il peut être un masque quand on fait semblant qu'on vit mieux dans le rêve que dans la réalité. Bon, mais on ne vit pas mieux dans le rêve que dans la réalité. On vit mieux, mais c'est une vie à moitié, je crois, parce que ce n'est pas une vie consciente. Alors dès qu'on ne participe plus qu'au fantasme, donc à une vie, disons, plutôt virtuelle, si vous voulez, comme on dirait aujourd'hui, c'est une sorte de complétude, de complément à la vie réelle, mais qui n'est pas suffisant. On ne peut pas rester prisonnier du rêve. De temps en temps, il faut faire le pas vers la réalité pour avoir le courage, comme je disais avant, de se confronter avec la réalité. Parce que les grands, les faux combattants sont fiers après la guerre qui était passée devant eux. Et en romain, il dit, après la guerre, il y a beaucoup de braves qui se montrent. Bon, voilà. C'est comme ça. Donc, si on n'a pas participé au drame de la vie, on se perd, on est pauvre. On est pauvre. Pourquoi on vit? On vit pour vivre le miracle, mais aussi en même temps pour vivre les drames, la tragédie, pour faire preuve de résistance, de sa possibilité
de surpasser, de dépasser, comment dire, de se trouver dans un monde peut-être meilleur, non? Et le monde rêvé, ça n'existe pas? Il existe le monde rêvé. Breton disait que l'homme était un rêveur définitif. Mais de temps en temps, il parlait aussi du demi-sommeil. Donc, vous voyez, il y avait l'œil entrouvert, et il y a aussi l'œil qui se tournait vers la vie intérieure, vers le rêve, vers la virtualité des choses, mais en même temps, il regardait vers le réel. Un réel qu'il voulait enrichi par l'imagination, le sommeil. Donc, je trouve... Enfin, Bachelard aussi. mais on sait très bien que c'est un côté néo-romantique du surréalisme, parce qu'il suivait la grande voie romantique des Allemands, Novalis, etc., pour lequel le cosmos était un livre ouvert ou plein de signes, et Baudelaire tire un peu de sa conception sur le symbolisme de ce côté romantique, parce que tout porte un signe. Tout porte, Blaga, le grand poète roumain Lucian Blaga, parlait des runes, c'est-à-dire la rune, cette empreinte antique des Nordiques, non? D'après lesquelles, selon lesquelles tout être existant dans le monde porte un signe divin, un signe spirituel. Donc le monde redevient toujours, de temps en temps, redevient un livre plein de signes. La seule chose, c'est de lire. C'est ça que je voulais dire. Encore faut-il savoir les lire, et si on ne sait pas lire, d'inviter les autres de nous enseigner à lire. Et les surréalistes, et si les surréalistes romains cherchaient les objets, donc l'objet trouvé par hasard, non? Était quelque chose qui pourrait avoir deux fois le mystère de leur propre existence, et un mystère ajouté par l'imagination, par un investissement psychanalytiquement parlant, investissement du désir, du libido parfois, donc une investition troublante du point de vue sexuel aussi, mais pas seulement ça, d'inscrire dans l'objet le désir le plus profond de l'homme et de le faire communiquer à l'autre. C'est ça qui est intéressant. Vous ne croyez pas que maintenant on vit dans une ère de communication plutôt que dans une ère de création? Ah, bien sûr, ça se voit partout. Mais attention, je crois que cette communication partout répandue avec le Facebook, avec je sais pas, tous les moyens techniques d'aujourd'hui, c'est un grand pourcentage, c'est une fausse communication. Parce que j'ai dit que c'est une sorte de bavardage universel, donc on lance toutes sortes de choses qui ne sont pas très importantes tous, et qui suscitent des commentaires parfois inappropriés, qui ne sont pas valables, qui sont très souvent vulgaires, qui sont injurieuses, qui sortent, comment dire, la bonne interprétation de la voix correcte, et qui pourrait vraiment enrichir la vraie communication. Donc voilà, c'est un monde là... C'est une communication excessive de l'ego. Oui, de l'ego, mais quel ego? C'est un ego appauvri. C'est un ego appauvri parce que... Mais montrable, qu'on peut le montrer à tout le monde. Oui, mais pourquoi se montrer d'une manière quasi indécente? C'est-à-dire, on montre tout ce qu'on a, mais plutôt ce qu'on n'a pas, parce que c'est le vide. Sur cette communication, il y a un vide. Donc plutôt, c'est on démasque un vide intérieur à cause du, comment dire, palavre, comment on dit en français? Des paroles. Une sorte de bavardage sans rien dire. On se trouve parlant comme ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils applaudissent des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils vont être amis avec des gens qu'ils ne connaissent pas et qui ne les intéressent pas. C'est une sorte de mécanique de la connaissance, de l'amitié. Et ce dernier temps, on recourt maintenant
à ce qu'on appelle l'émoticône, Ouais. c'est-à-dire ces représentations graphiques du rire, de la joie. On peut un petit cœur J'aime, dessiner, voilà. oui, j'aime, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On renonce même à l'expression du sentiment par des images. C'est neutre, c'est Non, sec, le vide. C'est le vide. c'est le vide, c'est Ouais. ça. Donc, on va essayer de toucher le sous-réel avec cette notion du vide, du néant, que malheureusement notre société met en avant. Donc, on est obligé de parler du vide, du lapsus, comme vous avez vu la performance qu'on a fait samedi. Donc, de dire qu'est-ce que n'est pas écrit, de voir qu'est-ce que n'est pas à voir. Donc, c'est une négation qui mène jusqu'à la limite du néant. Et Ben moi, oui, je mais c'est le côté, disons, négatif, pessimiste et noir de cette vision du monde. Ben, c'est pas noir, c'est c'est réaliste. c'est réaliste, mais maintenant, je voudrais être plutôt surréaliste parce que remonter à l'étage du réel et le dépasser même. Parce que si on reste en bas, je ne sais pas si c'est la solution. Alors, pourquoi vivre? Je répète ma question. Nous sommes tous des mortels. On sait qu'après la mort, il n'y a pas grand-chose à voir, je veux dire. Donc, pourquoi anticiper cette mort en se réjouissant d'une manière absurde de ce vide qui s'installe en nous? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vis, j'ai le sentiment même très profond et troublant de ce vide qui nous menace et qui existe déjà, mais je ne l'accepte pas avec mon cœur qui est plus petit et plus modeste. Je veux, contre le peu de réalité, un peu de plus réalité. Donc, on arrive toujours à une sorte de surréalité. Mais, à mon avis, la réalité est augmentée. La réalité est augmentée, mais il serait suffisant de vivre d'une manière plus ou moins réaliste dans la mesure où on peut le faire pour vraiment savoir essayer de se connaître soi-même. C'est une dicton antique, comme vous savez, donc connais toi-même. Donc il faut essayer de se connaître et comment trouver une petite solution, même provisoire, de bien s'installer dans le monde. Parce que si on est étranger à ce monde, alors on vit toujours dans une sorte d'insécurité permanente que la réalité nous offre toujours. Mais il faut consolider ces moyens de résistance propre, de résistance individuelle contre ce vide menaçant. Mais vous êtes très révolutionnaire. Oui, mais maintenant, je ne sors jamais dans la rue. Pourquoi sortir? Parce que maintenant, c'est toutes pas les ça, révolutions sont faussées. Ah non, c'est pas la révolution comme ça. Moi, par exemple, il y a quelques années, j'ai organisé une sorte de art dans la rue qui s'appelait l'insurrection poétique. Ah, c'est bien. Mais pas la révolution. Non, mais écoutez, mais j'ai parlé avant-hier du fait que les surréalistes les plus engagés politiquement, comme chez Gerasim Luca, si vous voulez le prononcer à la française, ou Paul Paun, n'est-ce pas? Ils étaient tous, comment dire, j'y croyais, non, après avoir accordé leur confiance à la révolution prolétarienne, etc., donc, ils ont dû renoncer parce qu'ils se sont heurtés à la réalité stalinienne, par exemple, non? Ou à des choses qui étaient tout à fait contre leur idéal. Alors, si ils ont constaté leur échec sur ce plan de la lutte pour plus de réalité, ils ont dit il n'y a pas de solution que dans le rêve. Alors, il faut multiplier les relations entre les hommes, mais disant et croyant que le rêve peut devenir vraiment un élément, comment dire, transformateur, révolutionnaire, mais dans l'imagination. Mais tous les romantiques vivaient dans l'imagination. Donc, ils sont vraiment des romantiques qui n'ont pas trouvé l'issue vers la réalité immédiate, une réalité qui ne l'acceptait pas. Et donc, ils se résignaient plutôt, ne pas contentés, ils se sont résignés avec cette vie
comment dire, un peu aux yeux entrouverts, donc demi-sommeil, demi-rêve et La cécité aussi. la cécité. Écoutez, Djel Naoum, que j'ai rappelé, dont le nom je l'ai rappelé il y a 2 jours, a, comment dire, a mis comme vous maintenant une sorte de bande noire Devant sur vous, les oui. yeux. Mais le rêve, il est écrit avec des perles. Des- Voyez. Le rêve, il est écrit. Ah, avec je des vois perles. maintenant l'inscription rêve. Des perles, bah, très bien. Voilà. Donc, Bon. Oui, donc il a il a invité sa femme de dessiner et d'écrire avec cette bande noire sur les yeux, avec la prétention de vivre un peu dans ce noir prometteur de toutes les révélations, etc., et de tous les secrets en même temps. Et bon, ce qui sortait, ce n'était pas un très grand dessin, mais de toute façon, l'expérience était intéressante parce que, comme les autres surréalistes de Bucarest, il invitait à une peinture, par exemple, Dolphy-Trost, à une peinture aux yeux fermés, pour transférer la dictée automatique de la poésie surréaliste dans le geste spontané. Donc, bon, quelle réalité on pouvait traduire avec ça, parce que ce n'était pas une réalité figurative, c'était un mouvement qui suivait, je ne sais pas, quelle voie intérieure. C'est assez peu l'inconscient. inconscient. Bon, mais est-ce qu'on peut devenir inconscient pendant la vie, sous le jour On de est la vie déjà normale? inconscient. On est, mais ça c'est tout à fait Bon, autre chose. donc, Bien. je crois qu'on va finir notre entretien avec un bon rêve. On va se retrouver. Ouais, j'espère Notre qu'on aura des bons rêves. On fera des bons rêves, parce que je Oui. crois qu'en français c'est dit faites des bons rêves, non? Ouais. C'est comme ça. Mais quand tu fais dodo. Quand il fait dodo. Mais enfin, si nous sommes un peu somnambules, on peut s'imaginer aussi ce rêve, comment dire, positif, Matériel. qui Voilà. nous encourage de vivre mieux, avec une conscience plus chargée de bons sentiments, et vraiment d'un sentiment de la vie, de ces sentiments étranges de la vie. Il y a un livre d'un jeune philosophe roumain qui s'intitule Le sentiment étrange de la vie. Pas le sentiment tragique de la vie comme Unamuno, Voilà. mais le sentiment étrange parce que vraiment on est toujours dans l'étrangeté. Dérive. Le fait de vivre est vraiment étrange. Et il faut vivre quand même. Dans les rêves. Dans Merci le rêve, beaucoup. oui. Bon, merci aussi. Merci beaucoup. Et Moi aussi, je suis très enchanté d'avoir pu s'entretenir on avec a vous. bavardé. Dans les arts, bavardé, on a dit beaucoup de choses, et j'espère que tout n'était pas hors de l'espace Mais c'était normal, spontané, c'était spontané. sincère. Voilà. Bon, La merci. vraie vie. Voilà. Merci beaucoup pour cette portion de vraie vie que vous m'avez Comme donnée disait aujourd'hui. Voilà. Michel de Guy, la vie subite. Ah oui, la vie subite, c'est très bien dit. Très Voilà. bien dit. Voilà. Merci Merci, beaucoup. merci encore.